Donc nous allons accueillir maintenant Antoine Bonnemain. Ouais. Mais là c'est un film. Non, je ne sais pas s'il va y avoir... Non, pas direct. Pas direct. Ouais. Antoine, qui est donc psychologue du travail et ergonome, qui a fait sa thèse avec Yves Clos, dont Hakim vient de parler, et qui est actuellement encore dans l'équipe de psychologie du travail du CRTD du CNAM Paris. Bonjour à tous, donc moi je suis ergonome et psychologue du travail. Avant ça, je voudrais remercier les organisateurs de ces journées, de m'avoir proposé de présenter mon travail. C'est un travail qui est important pour moi, hein, évidemment, donc je vais essayer d'être à peu près clair pour qu'on puisse en discuter ensemble. Et je fais donc partie de l'équipe de recherche de psychologie du travail et clinique de l'activité du CNAM à Paris, au sein du CRTD, du Centre de recherche sur le travail et le développement. Donc je vais présenter dans cette communication un travail qui est en cours depuis bientôt 2 ans au sein de la municipalité de Lille et plus spécifiquement dans le service de propreté municipale que le directeur, en lien avec la DRH de la ville, souhaite réorganiser à l'intérieur d'un dialogue à construire avec les agents de terrain pour améliorer la performance et la santé. Alors il faut que je réussisse à dire quelque chose de ça en à peu près 25-30 minutes. Et puis on gardera le temps qui reste, j'espère qu'il en restera, normalement oui, pour que vous puissiez adresser vos questions. Je vais essayer d'être le plus clair possible, mais ce sera sans doute pas le cas, parce que le temps, c'est compliqué d'être très clair sur des dispositifs comme ça longs, en si peu de temps, donc il y aura sans doute des trous, et il ne faudra pas hésiter à poser toutes les questions que vous voudrez. Alors, comment on approche la question de la santé et de la performance dans l'équipe du CNAM dont je fais actuellement partie? On approche d'abord ces problèmes de santé et de performance du point de vue des conflits de critères sur la qualité du travail. La qualité du travail, c'est d'abord un objet vital pour les professionnels, parce que la santé, ça dépend de la possibilité de faire un travail qui se tient aux yeux de ceux qui le réalisent. Les conflits de critères sur la qualité du travail peuvent constituer une ressource pour transformer le travail et son organisation, et donc pour développer la performance et la santé. C'est cette question-là que je vais tenter d'instruire ici à partir de cette intervention dans le service de la propreté de la ville de Lille, et je reviendrai à la fin sur le thème qui nous réunit sur les 2 journées, à savoir quelle réalité pour penser et concevoir le travail. Alors je me réfère ici au travail de Leplat pour définir un peu ce que j'entends par conflit de critères. Il y a conflit de critères, écrit Leplat, lorsque l'amélioration de l'estimation d'un critère conduit à la dégradation de l'estimation de l'autre. Alors au-delà de la formule pour laquelle il faut se faire un peu des nœuds dans la tête pour l'appréhender, ce qui m'intéresse particulièrement dans cette définition, du conflit, cette définition du conflit, c'est l'idée qu'il y a des conflits dans l'activité de travail ordinaire et pas seulement des conflits entre les gens. Ça, c'est quelque chose qui, dans ce travail, est extrêmement important. Leplat donne l'exemple d'un conflit bien connu en ergonomie, qu'avait déjà bien repéré Ombredan et Faverges en leur temps, qui est le conflit entre la rapidité et la précision. C'est un exemple, hein. Autrement dit, au plus je suis rapide, au moins j'arrive à être précis dans mon activité. Ce genre de conflit de critères se joue dans l'activité des professionnels de terrain. Il y en a d'autres, hein, il n'y a pas que le conflit rapidité-précision. Mais il y a également des conflits de critères qui se jouent cette fois au sein de la division du travail instituée entre les activités des uns et des autres, de haut en bas de l'organisation. Je pense par exemple, si quelqu'un parmi vous a déjà mis les pieds dans un EHPAD, dans une maison de retraite,
Je pense par exemple à cet exemple qui revient assez systématiquement de ce lève malade qui a été acheté par la hiérarchie selon des critères de coût et d'ergonomie afin de réduire les atteintes à la santé, mais qui, puisqu'il ne répond pas aux critères que ces professionnels se fixent pour bien faire leur travail, c'est-à-dire par exemple la possibilité d'être suffisamment rapide quand on lève ou qu'on couche un résident. Eh bien, ce lève-malade, du coup, n'est pas utilisé dans leur activité pratique. Donc là, on voit bien comment le conflit de critères, il est aussi entre les activités et pas seulement dans l'activité de chacun. Cette conception du conflit de critères décrit le fait qu'il y a des points de vue nécessairement différents du travail de qualité tout au long de la ligne hiérarchique et aussi entre les professionnels. Et donc pour dire que tout cela n'est à aucun moment homogène. Et donc le point de départ général de l'intervention que je vais décrire ensuite, c'est le constat qu'il y a dans les organisations du travail contemporaines un refoulement de ces conflits spécifiques qui n'ont aucun lieu dédié pour être discutés et pour finalement permettre de prendre des décisions sur ce qu'il conviendrait de faire dans telle ou telle situation dégradée. Il n'y a aucune institution du conflit de critères sur la qualité du travail. C'est pourquoi les déficits actuels de confrontation et de dialogue sur les critères de qualité du travail empêchent le développement conjoint de la santé et de la performance. Autrement dit, chacun doit composer face au conflit de son activité, j'allais dire pour le meilleur ou pour le pire. L'intervention prend donc comme centre de gravité la question de l'activité de travail et de son analyse, afin non pas de supprimer ces conflits de critères, qui de toute façon sont constitutifs de l'activité, parce que l'activité, ça consiste justement à réaliser des arbitrages vis-à-vis de ces conflits. Donc, on ne cherche pas à supprimer ces conflits de critères, mais on cherche plutôt à les enrichir au sein d'un dialogue élargi entre professionnels de terrain, hiérarchie et organisation syndicale. Enrichir ces conflits de critères dans un dialogue de ce type avec les collègues, puis avec la hiérarchie, c'est bon pour la santé des professionnels parce que ça leur permet, lorsque le dialogue est suffisamment performant, lorsque ça fonctionne, ce qui n'est pas toujours le cas, ça leur permet de prendre leur part dans les décisions qui sont prises, de faire peser davantage leurs critères qui sont habituellement sous-évalués dans l'institution. Donc tout l'enjeu d'une intervention comme celle que je vais présenter maintenant, c'est donc de réussir à installer un dialogue sur la qualité du travail entre les instances que j'ai citées, afin que ce dialogue un peu inhabituel puisse permettre de prendre des décisions nouvelles sur des problèmes de travail. Voilà, donc c'est assez basique, mais c'est très compliqué de faire ça. Alors, enrichir les conflits de critères, ça suppose un certain nombre d'étapes méthodologiques sur lesquelles je vais revenir ensuite plus en détail. Mais je peux déjà poser que cette méthodologie, elle consiste d'abord à organiser un dialogue entre les professionnels sur leurs activités pour qu'ils soient en mesure de dire quelque chose sur cette activité et sur leur manière de réaliser le travail, et ce, afin de faire apparaître les conflits de critères avec lesquels ils composent dans leur travail ordinaire. Les conflits de critères, ça ne se voit pas forcément, et donc il faut pouvoir les mettre en évidence, j'allais dire. Vous verrez ensuite un exemple du genre de dialogue qu'on organise entre les professionnels grâce à la méthode des autoconfrontations croisées, dont Serge hier a parlé un peu. Il s'agit ensuite, après cette phase de discussion entre collègues sur leur activité, il s'agit ensuite de socialiser ces dialogues filmés entre les professionnels à d'autres niveaux de l'organisation, avec la direction et les organisations syndicales, en présence des professionnels de terrain, afin que les conflits de critères puissent se discuter et déboucher, si nécessaire, sur des modifications effectives du travail et de l'organisation. Sans cet horizon de l'action concrète sur les problèmes de travail, c'est-à-dire l'idée qu'on ne va pas discuter pour aller mieux, mais qu'on va discuter pour transformer quelque chose dans les situations de travail concrètes, sans cet horizon de l'action concrète sur les problèmes de travail, on sait que le dialogue perd en profondeur et s'épuise rapidement. On cherche donc toujours dans l'intervention
à le maintenir, ce dialogue, en lien avec les transformations possibles ou impossibles de l'organisation du travail et du travail tout court. S'engage alors, dans les instances de dialogue qui réunissent direction, organisation syndicale et professionnels de terrain, une forme de ce qu'on appelle une coopération conflictuelle. C'est un terme que je reprends à partir des travaux du syndicaliste italien Bruno Trentin, c'est-à-dire une coopération qui prend comme objet les conflits critères de l'activité, entre activités et dans l'organisation, pour y trouver des réponses pratiques. Ce processus est de nature à développer la santé, comme je l'ai dit avant, mais aussi la performance, puisque ça doit permettre de traiter des problèmes de travail. Je vais donc revenir maintenant sur l'intervention proprement dite auprès des agents de propreté de la ville de Lille. La commande adressée à l'équipe de recherche par la DRH de la ville, en lien avec le directeur du service de propreté, porte sur la volonté de réorganiser le service à l'intérieur d'un dialogue avec les agents de terrain. Autrement dit, ils veulent faire différemment de ce qu'ils font d'habitude. On propose donc de bâtir un dispositif d'intervention sur cette base, à condition d'expérimenter avec la direction et les organisations syndicales un dialogue sur la qualité du travail qui permette de tester, c'est la seconde condition, des transformations concrètes du travail et de l'organisation, plus favorables à la santé et à l'efficacité. Enfin, la dernière condition que nous posons comme point de départ de ce travail, c'est la possibilité que cette expérimentation du dialogue se réalise sur la base des analyses du travail produites par les agents eux-mêmes et que ces analyses puissent être rediscutées ensuite avec eux, avec les agents, dans un cadre à inventer. L'intervention, elle a donc débuté dans une des 6 équipes que compte ce service d'environ 130 agents, avec l'idée qu'on allait tester ensemble, à l'échelle de cette équipe de 20 professionnels, un dialogue sur la qualité du travail qui permette d'engager des transformations concrètes, avant d'imaginer seulement, éventuellement, une généralisation du dispositif à l'ensemble des équipes du service. Les agents de cette équipe ont donc réalisé des analyses de leur travail en autoconfrontation croisée, qui est une méthode qui consiste, pour le dire rapidement, à organiser la comparaison entre collègues sur les manières de réaliser le travail à l'aide de traces vidéo de leur activité. Ils sont donc placés en condition, dans ces cadres-là, de dire quelque chose sur leur activité et aussi quelque chose sur l'activité du collègue. Et c'est un processus qui met au travail entre eux et qui peut du coup faire apparaître un certain nombre de conflits de critères de leur activité. Vous verrez dans l'exemple, je reviendrai sur cette question. Ces analyses qui sont filmées, ces dialogues entre eux qui sont filmés, font ensuite l'objet d'un montage qui devient un instrument, ou alors pour reprendre un peu le vocabulaire de ce qui s'est dit hier, ce montage qui constitue un peu un objet intermédiaire de dialogue au sein d'un comité de pilotage avec la hiérarchie et les agents, et au sein d'un comité de suivi avec la hiérarchie, les organisations syndicales et les agents. Depuis le début de cette intervention, on a réalisé 7 autoconfrontations croisées, 9 comités de pilotage et 4 comités de suivi. On voit donc, avant de vous passer la vidéo, on voit donc apparaître une méthode d'intervention que je vais tenter de caractériser rapidement. La première phase de l'intervention, elle consiste à organiser entre les agents de l'équipe ce qu'on appelle un développement des ressources psychologiques du collectif de travail. L'organisation des confrontations et des dialogues entre eux leur permet pas seulement de faire apparaître les conflits de critères, mais aussi de les travailler. De travailler entre eux les conflits de critères, en trouvant parfois dans la comparaison d'autres arbitrages possibles. Ce qu'on constate toujours dans ces dialogues entre les agents, c'est qu'il existe une diversité d'arbitrages possibles dans une même situation et face au même conflit de critères, je pourrais dire. Le dialogue permet du coup, vise en tout cas, à enrichir les arbitrages de chacun dans la comparaison entre les activités des uns et des autres.
La seconde phase, elle consiste cette fois à développer les ressources sociales du collectif de travail dans l'organisation. Cette étape, elle suppose de faire migrer les conflits de critères rendus visibles dans les dialogues entre agents au sein des instances du comité de pilotage et du comité de suivi. Le collectif, dans cette migration, enrichit au passage sa fonction sociale dans l'organisation en devenant un interlocuteur pour la hiérarchie et les organisations syndicales et en devenant un moyen pour ces derniers de discuter des problèmes du travail réel. La troisième phase, enfin, est celle de l'institution durable du dialogue sur la qualité du travail, expérimentée jusque-là. On se pose ici la question suivante: comment l'organisation peut-elle continuer à faire sans nous ce qu'elle a d'abord expérimenté avec nous dans l'intervention? C'est au cours de cette phase que nous avons conçu et formalisé, à partir de l'expérience faite, un process organisationnel, et donc une procédure écrite, qui décrit le fonctionnement prescrit du dialogue sur la qualité du travail, avec l'idée d'inscrire dans la tâche de chacun et dans l'institution le fonctionnement de ce type de dialogue. On cherche avec la hiérarchie et les professionnels qui sont partie prenante, bien sûr, à ce qu'ils deviennent une nouvelle habitude dans l'organisation. Alors, vous allez voir maintenant un exemple de dialogue entre professionnels, entre agents de la propreté. Vous allez voir ça dure 5 minutes, vous allez voir 2 séquences. La première qui porte sur une discussion. Alors évidemment, vous allez voir qu'ils parlent boulot, donc vous ne comprendrez pas tout, c'est pas grave. L'important, c'est de voir qu'ils sont dans un processus de comparaison entre eux, et que dans le premier cas, vous allez voir une discussion à propos du trajet de collecte des ordures ménagères, enfin des déchets. Quel trajet on emprunte avec le camion benne, voilà. Et ça, il y a une discussion entre eux à ce propos-là, c'est 2 chauffeurs. Et puis dans le second extrait, vous verrez une discussion entre 3 professionnels sur les problèmes des rats sur la collecte des camps de Rome. Il faut savoir qu'à Lille, les agents de propreté sont chargés aussi de collecter les déchets sur les camps de Rome. Et donc ça leur pose un certain nombre de problèmes concrets dont ils discutent ici. Alors, rapidement, qu'est-ce qu'on entend dans cet extrait, dans ces 2 extraits? On entend d'abord, par exemple, avec l'exemple du container, la capacité de diagnostic des agents de terrain sur les problèmes. C'est-à-dire qu'ils sont capables de dire voilà ce qui dysfonctionne, de notre point de vue évidemment, dans les situations concrètes de travail. On voit aussi leur capacité d'initiative dans les situations de travail, c'est-à-dire qu'on voit comment ils réalisent des arbitrages et comment ces arbitrages peuvent être différents entre eux face aux conflits de critères dans leur activité. Par exemple, entre les 2 chauffeurs sur le choix du trajet de collecte. Au fond, j'allais dire, ils discutent du travail ordinaire, qui consiste à arbitrer ce genre de conflit. On entend également, dans la première séquence, notamment, la difficulté éprouvée à discuter boulot entre collègues. Le cadre méthodologique qu'on leur propose les contraint, en quelque sorte, à discuter de ce qui ne se discute pas habituellement entre eux. Il y a une forme d'intériorisation, autrement dit, du conflit de critères qui ne se discute plus dans le collectif ni avec la hiérarchie. C'est une forme qu'on retrouve aussi parfois, et là c'est aussi le cas bien sûr, une forme de renoncement à dire qu'on retrouve aussi dans beaucoup de milieux professionnels, quand les professionnels disent par exemple « mais ça on l'a déjà dit 100 fois et maintenant on ne le dit plus ». Une forme de renoncement à dire qui est un renoncement coûteux et mauvais pour la santé, j'allais dire, parce que du coup on ne peut pas agir sur son travail. Donc ça c'est principalement ces objets-là qui ressortent des échanges. L'intervention, elle crée un cadre qui rend ces discussions possibles, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que ce sont des discussions qui n'existent pas dans l'organisation telle qu'elle est. Et donc, c'est pour ça que cette intervention, elle ne vise pas seulement à traiter un problème,
mais à agir sur l'organisation du travail pour que ces fonctionnements-là puissent devenir des habitudes, puissent devenir pérennes. Ce sont donc ces éléments-là qui sont en quelque sorte objectivés par les agents dans ces cadres d'autoconfrontation et qui remontent ensuite dans les instances que j'ai présentées tout à l'heure. Alors, quel destin ces dialogues ont-ils eu dans l'institution ? J'ai pas le temps là de vous présenter les extraits de dialogue entre direction, organisation syndicale et professionnels de terrain, ce qui serait bien utile pour qu'on puisse rentrer un peu dans le détail de cette affaire. Mais ce que je peux dire, c'est que à l'heure qu'il est, tout cela a donné lieu à une transformation de l'organisation du travail. Le dispositif a été généralisé à l'ensemble des équipes du service et une fonction nouvelle a été créée dans l'organigramme, j'allais dire, qui est la fonction de référent métier. Qu'est-ce que c'est ? C'est un agent de propreté qui est élu par ses collègues. Donc il y a une élection organisée régulièrement avec un mandat de 6 mois. Ce référent métier, il est élu pour quoi faire ? D'abord pour instruire les problèmes de travail avec les collègues de son équipe de travail. Donc on a construit avec eux par l'expérience, hein. On n'a pas plaqué une méthode, on a construit avec eux par expérience un processus de leur activité de référent qui consiste à aller sur le terrain, aller parler avec les collègues, recueillir avec eux leur point de vue sur les problèmes, les formaliser dans des bases de données, etc., etc. Mettre en discussion ces problèmes dans l'équipe. Et donc ça, c'est le premier temps de l'activité d'un référent. Et le second, ça consiste à discuter ces problèmes pour les traiter, d'abord avec la hiérarchie de proximité, et ensuite au sein d'une instance spécifique de dialogue sur la qualité du travail entre direction et référents élus. Donc ça, il y a des réunions qui se tiennent très régulièrement, tous les mois, une fois par mois, il y a une réunion où les référents doivent arriver avec des problèmes formalisés qu'ils doivent mettre sur la table, qu'ils ont discuté avec leurs collègues et qui vont se discuter avec la direction pour y trouver des réponses pratiques. Ce processus de construction du dialogue a été formalisé afin d'inscrire cette organisation dans le fonctionnement du service. À ce jour, une quarantaine de problèmes relevés par les référents ont été discutés, traités et validés par les agents des différentes équipes. Par exemple, pour que vous puissiez voir, les containers dont il parle là, c'est un des exemples de ce qui a pu se traiter entre eux dans le dialogue sur la qualité du travail. Donc c'est une organisation du dialogue sur la qualité du travail qui fonctionne depuis un peu moins d'1 an maintenant, avec bien sûr des difficultés et des problèmes sur lesquels je pourrais revenir dans la discussion, bien sûr, si vous le souhaitez. Le comité de suivi a aujourd'hui vocation à jouer un rôle de veille sur le fonctionnement de cette nouvelle organisation. Régulièrement, il se réunit pour évaluer son bon fonctionnement ou ses dysfonctionnements, ou pour délibérer sur les problèmes qui ne peuvent se traiter qu'à ce niveau de l'organisation. Alors, je vais terminer en revenant sur la question d'aujourd'hui, en essayant de vous soumettre ma réflexion à ce propos. Quelle réalité pour penser et concevoir le travail ? Alors, à partir de l'expérimentation que j'ai présentée rapidement, je dirais qu'il y a une réalité sociale, pour reprendre ce terme, sur laquelle on tombe lorsqu'on tente d'agir sur l'organisation, avec des référents métiers, un process organisationnel de dialogue, des élections, des instances dédiées, etc. Et cette réalité, c'est d'abord celle de la division habituelle du travail, qu'elle soit sociale ou technique, entre exécutants ou décideurs, ou entre utilisateurs-concepteurs. Autrement dit, il y a dans les organisations, il me semble, une difficulté initiale sur laquelle on tombe nécessairement, c'est le fait que rien n'est prévu au départ pour que des professionnels de terrain puissent d'abord construire et ensuite mettre en discussion leur point de vue sur les problèmes posés par le travail réel. Et qui plus est, que ça puisse se faire à leur initiative.
Ça n'est pas prévu parce qu'il y a une division sociale et technique du travail qui n'est pas pensée pour permettre ce genre de fonctionnement. Il me semble donc qu'une des voies pour agir avec cette réalité-là, c'est que l'intervention puisse non pas démonter la division du travail, puisqu'on ne va pas supprimer la hiérarchie, ce qui serait d'ailleurs un problème, hein, je pense, mais plutôt à enrichir cette division du travail, sous-développée, j'allais dire. Alors, c'est précisément ici, dans cette expérimentation que je vous ai présentée, la fonction des référents élus dans le dispositif. Ils ont, par le vote, une légitimité qui leur permet de s'engager durablement dans les instances que j'ai citées, dans lesquelles des décisions sont prises sur le travail qui les concerne. Ils sont au fond les représentants du travail réel. Je dis ça aussi pour qu'on puisse discuter après, parce que vous voyez que ça ne va pas sans poser question sur la question de la représentation. Les représentants du travail réel. Lorsqu'ils réussissent à ne pas lâcher sur le dialogue entre collègues, ce qui est aussi pas évident, hein, les référents font entrer le travail et ses conflits de critères dans la boucle de discussion et de décision. Cela permet à leur point de vue de peser davantage dans les décisions qui sont prises. Et je voudrais terminer enfin sur le fait que cette intégration du point de vue des agents dans la boucle de décision, grâce au développement de leur initiative, c'est bon pour la santé parce que ça permet à chacun de se sentir davantage responsable de ses actes dans les situations de travail singulières. On se sent davantage responsable quand on sait que les problèmes qu'on rencontre pourront être discutés pour ensuite être modifiés si nécessaire. De même qu'on se sent davantage responsable de ses actes quand on sait qu'on y est pour quelque chose dans une situation qui dysfonctionne. Quand l'outil n'est pas adapté ou quand l'organisation n'est pas ajustée au réel, eh bien, on y est pour quelque chose parce qu'on a eu son mot à dire. Voilà donc la réflexion que je voulais vous soumettre sur cette question de la division du travail actuelle qui, à mon sens, ne prévoit pas spontanément un interlocuteur de terrain dans son fonctionnement, ou alors sous des formes, il me semble, ça aussi on pourra le discuter, tout à fait subalternes. Il me semble que ça, c'est une réalité incontournable si on souhaite proposer des interventions dont les effets soient durables, y compris après notre départ. Et il me semble que cette question de la durabilité, c'est pour ça aussi que je vous la pose ici, hein, pour réfléchir, c'est une question tout à fait actuelle dans le champ de l'ergonomie. Et voilà. Je vous remercie.